thème, il y a une allocation spécifique pour les Olim Khadashim qui sont arrivés Olim Khadashim depuis 5 ans. Donc tous les Olim ont droit, s'ils sont en difficulté financière, à une allocation entre 1000 et 2500 shekels, paraît-il assez facile à obtenir. Alors, nous avons en ligne le président de Qualita, Marc Eisenberg, qui, comme chaque jour depuis que nous avons mis en place ce direct, eh bien, répond aux questions des nouveaux immigrants, mais aussi ouvre un peu le débat, parce que c'est vrai que cette crise nous entraîne à réfléchir sur plein de sujets, sur plein de plans différents. Elle nous perturbe aussi. Et nous perturbe, ça c'est clair. Bonjour Marc Eisenberg. Bonjour, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous on vous reçoit et on vous voit en plus. Donc c'est génial. Bonne journée à tous. Merci. Alors, Marc Eisenberg, je sais que vous avez souhaité réagir concernant les rabbins et la fermeture des synagogues. Oui. Alors, d'une part, vous avez parlé tout à l'heure de la déclaration du rabbin de France qui a dit, sauf exception, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce mot, sans exception, les synagogues sont fermées, sauf exception. Les synagogues françaises sont fermées. En Israël, les synagogues ne sont pas toutes fermées, mais vous comprenez que pour respecter l'interdiction d'être à plus de 10 personnes, cela signifie concrètement, pratiquement, qu'on ne peut pas aller à la synagogue. Pourquoi? Parce que s'il y a 10 personnes qui sont déjà prévues pour faire minyan, vous arriverez, vous serez la 11e, la 12e ou la 20e. Alors certains marques se sont déjà organisés pour faire des listes. Ça veut dire que la veille, on envoie une liste et on demande, on s'inscrit et le 10e, c'est le dernier. Et ben les autres doivent se débrouiller. Mais ça veut donc dire à minima que si on n'est pas sur ces listes, il ne faut pas se rendre à la synagogue. Voilà. Je crois que la chose la plus importante, c'est de rappeler le principe essentiel du Pikuach Nefesh. Le Pikuach Nefesh, c'est le principe de la loi juive, selon lequel la préservation de la vie humaine prime sur pratiquement toutes les obligations de la Torah. Le plus important, c'est de sauver les vies. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et tout ce qui va se passer au niveau religieux dans les prochaines semaines sera basé sur ce principe essentiel du Pikuach Nefesh. Et je voudrais rappeler, on a entendu il y a quelques jours dans une émission d'Eliana Finkel, Un jour notre histoire, elle a parlé de la grande épidémie de choléra qui a eu lieu en 1865 à Jérusalem, où habitaient à l'époque 18 000 juifs. Au cours de cette épidémie qui a fait des centaines et des centaines de morts, le rabbin de Jérusalem, le grand rabbin de Jérusalem, s'appelait le rabbi de Salanterre, a eu comme seule information pour pouvoir lutter efficacement contre le choléra, il fallait que tout le monde se nourrisse tout le temps au maximum. Il fallait se nourrir. Les conditions sanitaires étaient malheureusement à l'époque épouvantables. D'ailleurs, les conséquences de cette épidémie, c'est qu'on a refait l'ensemble des installations hydrauliques de Jérusalem et que quelque part, à terme, ça a été quelque chose de positif pour la santé des habitants de Jérusalem. Mais le rabbi s'est retrouvé avec ces informations. Il faut que tout le monde se nourrisse. Ben, vous savez qu'est-ce qu'il a fait le rabbi de Salanterre en application directe avec cette règle de Pikuach Nefesh? Le soir de Yom Kippour, après le Kol Nidré, en public, il a fait Kiddush. Et il a dit à tout le monde, et maintenant vous rentrez chez vous, c'est peut-être Kippour, vous devez manger. Parce que c'est plus important de sauver une seule vie que de jeûner à Kippour. Donc c'est ce principe général qui doit nous guider, qui permettra de savoir, il est un peu tôt encore pour en parler dans les jours qui viennent, qu'est-ce qu'on pourra faire ou pas faire pour le Seder, avec des décisions douloureuses, parce qu'on espère tous être avec notre famille, mais le plus important, c'est de sauver les vies. Alors justement, vous parlez de la malaria. On a vu hier que les chercheurs et que les médecins cherchent des médicaments, évidemment, pour essayer d'endiguer au maximum cette propagation du virus. On a même parlé d'un médicament efficace contre la malaria qui fait que qui serait peut-être utilisé. Je ne sais pas où on en est exactement. Alors, c'est la chloroquine. C'est un médicament anti-paludéen. Mais il y a également
d'autres médicaments. Alors, il faut bien expliquer à nos auditeurs qu'il y a une grande différence. Alors, encore une fois, je ne suis pas médecin. On essaye de vous donner des informations, des réflexions plus ou moins vérifiées. N'oublions pas non plus qu'une information qui vous est donnée aujourd'hui à 11 heures, demain peut s'avérer inexacte ou dépassée. C'est de manière générale dans cette situation de crise. Mais on essaye de vous ouvrir des pistes, de vous faire réfléchir et de donner des informations qu'on a aujourd'hui en notre possession. Donc, et demain, on aura un médecin qui nous parlera précisément de ces questions. Il y a en France, on en parle, je vous en ai parlé déjà il y a 2 jours, un médicament qui s'appelle la chloroquine. Il y a aux États-Unis du laboratoire Gilead un médicament qui s'appelle le Remdesivir, qui est un médicament anti-Ebola. Il y a un certain nombre de médicaments qui existent déjà, étudiés, et il faut faire la différence entre un vaccin et un traitement. Un vaccin, c'est le fait de pouvoir donner à toute la population des piqûres grâce auxquelles on va être plus ou moins protégé de la maladie. Ça, malheureusement, tout le monde en est d'accord, ça prend des mois, et vraisemblablement, quelle que soit la qualité et des recherches et l'intensité des recherches, on n'aura rien avant plusieurs mois. Le traitement, c'est différent. C'est de donner des médicaments pour les malades qui sont en situation grave à l'hôpital. Et ces jours-ci, démarre au niveau de l'OMS et notamment en Europe, l'Organisation mondiale de la santé, des tests très étendus avec plusieurs médicaments, dont ceux qu'on vient de citer, la chloroquine, qui a été donc découvert à Marseille, dont ce médicament américain, dont des médicaments qui servent aujourd'hui à traiter le sida, dont des anti-inflammatoires qui pourtant nous avaient dit que c'était pas bon, avec l'idée que peut-être il faudra mélanger les médicaments pour avoir, et là on parle non pas de mois, mais de semaines, peut-être même de jours, un remède permettant de diminuer de façon importante les décès lorsque les patients malheureusement sont en situation grave. Ça, c'est notre espérance. C'est quelque part la suite des bonnes nouvelles. Vous savez qu'on essaye tous les matins de vous dire quelles sont les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles du jour. Il y a des bonnes nouvelles alors. Les mauvaises nouvelles aujourd'hui, c'est par exemple en Italie 475 morts hier. C'est les nouvelles, Olivier, que vous venez de donner en Israël de plus de 30% de malades. Donc on est à 529 malades. Comme vous l'avez très bien expliqué plus tôt à 9h, ça signifie qu'en Israël, comme en France d'ailleurs, on est sur une augmentation de 25 à 30% des chiffres de patients atteints. En France, de décès, puisqu'en France, il y a 264 morts, ce qui veut dire que tous les 2 ou 3 jours, les chiffres doublent. Ça, ce sont les mauvaises nouvelles. Et une autre mauvaise nouvelle, en France, dans les 931 personnes qui sont en réanimation, la moitié ont moins de 60 ans. Oui. On n'arrête pas de dire que les personnes les plus atteintes sont les personnes âgées, bien sûr, mais la moitié en France des personnes en réanimation ont moins de 60 ans. On sait à quoi c'est dû. On sait à quoi c'est dû. Des symptômes graves. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient déjà des facteurs de risque. C'est pas les plus de 60 ans. Des fumeurs, des choses comme ça. Elles avaient des facteurs de risque. Néanmoins, il faut comprendre que cette maladie peut toucher tout le monde. Alors, vous avez souhaité aussi, avant de répondre, comme c'est la tradition, aux questions des nouveaux immigrants, vous avez souhaité parler... Une seconde, j'ai oublié quand même de donner une formidable information, une très bonne information, alors allez-y. Qui a été également donnée par Olivier, mais sur laquelle je voudrais qu'on revienne. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu de mort à Wuhan pour la première fois, 0 mort la journée dernière. Wuhan, en Chine, qui est malheureusement le berceau de l'épidémie, ça serait la première fois, et ça confirmerait ce qu'on nous dit depuis des jours et des jours, c'est que la Chine est sur le point de vaincre cette épidémie. Après quelques mois, elle l'aurait vaincue, et le fait qu'il n'y ait pas eu un seul mort à Wuhan est vraiment la bonne nouvelle du jour. Alors l'autre bonne nouvelle, et ça je crois que vous voulez en parler aussi, ça concerne l'écologie, puisque les gens sortent moins en voiture, et je suppose que le taux de pollution diminue. Oui, alors c'est une réflexion générale auquel je vous invite, et peut-être qu'on pourra dans les jours qui viennent, au cours de nos tranches d'information, interroger les spécialistes, mais c'est une réflexion générale sur, on ne va pas dire les bonnes conséquences d'un malheur, mais relativiser le malheur de cette épidémie. Relativiser le malheur de cette épidémie, et par exemple, il est clair qu'on est en train de nettoyer
la planète, des pics de pollution qu'on a connus ces dernières années. C'est extrêmement visible en Chine. Il y a eu par exemple un article de Carole Daniel, qui est une chercheuse du Centre national d'études spatiales, du CNES, avec des cartes où on voit extrêmement clairement à quel point la pollution a diminué en Chine du fait pendant quelques mois de la quasi-arrêt des usines et de l'activité économique. Et il faut savoir qu'en Chine, la pollution entraînerait, d'après les chercheurs, 1 million de morts chaque année. 1 million de morts. L'autre chiffre qui est donné par les chercheurs, c'est que dans le monde entier, la pollution de l'air raccourcirait l'espérance de vie de 3 ans. Donc en Chine, des articles très sérieux pour la Chine ont été écrits, comme quoi, grâce à cette diminution de l'activité économique, il y a eu beaucoup moins de morts suite à la pollution, minimum, mais c'est peut-être beaucoup plus, 70 000 personnes âgées qui ne seraient pas décédées, 5 000 enfants qui ne seraient pas décédés, et aujourd'hui on dit qu'il y a entre 20 et 40 fois plus de vies sauvées en Chine sur cet aspect pollution que de morts du coronavirus, puisque le mort du coronavirus en Chine est inférieur à 3 500. Alors malheureusement, on ne sait pas encore ce qu'il en sera en France et dans l'Europe, puisqu'on n'est pas tout à fait au pic de l'épidémie, et les prochaines semaines, les 15 prochains jours, risquent, d'après les scientifiques, d'être les pires. On espère après que ça va décroître. Donc malheureusement, il est probable que dans les 15 jours qui viennent, on ait de nombreux décès, de nombreux malades. Il n'empêche que c'est une façon d'optimiser les choses. La Terre est en train de se nettoyer et ça aura des conséquences dans les mois et peut-être les années qui viennent. De la même façon, et de manière marginale, on pourrait dire, il y a beaucoup moins de voitures sur les routes. En France, il ne faut pas oublier qu'il y a 3200 morts chaque année en raison des accidents de la route. Donc presque 280 par mois. Ouais. Donc si pendant 2 mois, il n'y a plus de circulation, ça veut dire 500 morts qui n'interviendront pas suite à ces accidents. Ouais, ça serait intéressant de voir les chiffres aussi en Israël. Il faut réfléchir de manière globale. C'est un drame, cette épidémie, mais ça aura peut-être quelques conséquences positives. Ça va peut-être nous entraîner à aller vers cette révolution écologique et également à consommer différemment. On a été tous frappés par la mondialisation et notre dépendance, par exemple, on regarde la Chine sur la fabrication de nombreux médicaments, sur les masques, sur le paracétamol, et on se dit ça n'est pas raisonnable, on ne peut pas dépendre d'un ou 2 endroits dans le monde, il va falloir dans chaque pays remettre une partie de la production de ces médicaments essentiels. Qui dit remettre et relocaliser dans les pays signifie donc moins de trajets pour amener ces médicaments d'un pays à l'autre, et donc quelque part avoir un comportement écologique plus responsable. Donc ça sera peut-être les bonnes conséquences de ce terrible fléau qu'est cette épidémie et l'épreuve que nous traversons tous. Alors Marc, merci pour ce point sur l'écologie. Ça nous donne un petit peu de visibilité sur cette crise. On espère que quand on en sortira, eh bien, les choses seront un peu plus positives pour nous. On va en profiter pour vous poser les questions que les nouveaux immigrants se posent. Alors, nous avons une question concernant des nouveaux immigrants qui ont été licenciés. Ils veulent savoir s'ils vont perdre leur année d'ancienneté. Alors, est-ce que oui, est-ce que non ? Est-ce que vous avez la réponse ? La réponse est non. Ils ne vont pas perdre leurs années d'ancienneté. Je veux dire de manière générale que les réponses économiques et financières que nous faisons, encore une fois, ce sont des réponses aujourd'hui, mais qu'on peut s'attendre à une amélioration des conditions d'indemnisation, des conditions financières, les problèmes avec les banques dont vous avez parlé ce matin, avec la bureaucratie bancaire qui est encore en place. Il ne faut pas que nos auditeurs s'affolent, et il y aura très certainement de manière rétroactive un certain nombre de décisions qui auront pour objet de ne pas pénaliser tous ceux qui sont dans une situation financière difficile.
Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est ce matin, le Manka, le directeur du Bitoire Lomi, était à la télévision israélienne et il a rassuré, puisque on a vu une augmentation très importante du nombre de demandeurs d'emploi. Il a rassuré, et on risque, on en parlera peut-être d'ailleurs la semaine prochaine dans cette édition. Certains Israéliens peut-être se sont alarmés et ont dit qu'ils ne pourront pas payer les allocations chômage, etc. Mais le directeur du Bitoire Leumi a rassuré en disant qu'il y avait suffisamment de réserves pour le moment pour faire face à cette situation de crise. Alors, et j'en profite aussi pour rappeler l'information que vous avez donnée ce matin, Michael Cohen, sur le thème. Il y a une allocation spécifique pour les Olim Khadashim qui sont arrivés, Olim Khadashim, depuis 5 ans, donc tous les Olim qui vous écoutent et qui sont en Israël depuis 2015, ou tous ceux qui sont revenus en Israël, qui étaient déjà citoyens israéliens, qui sont revenus depuis 2019, ont droit, s'ils sont en difficulté financière, à une allocation entre 1000 et 2500 shekels, paraît-il assez facile à obtenir. Et je vous rappelle également que grâce à l'opération qu'a montée Kalita, Israël sur la cabane Kalita, nous commençons également à aider, grâce à la générosité de nos auditeurs, de nos donateurs, à aider un certain nombre de familles qui sont dans des situations dramatiques. Donc, encore une fois, au niveau économique, c'est difficile pour tout le monde, mais il ne faut pas non plus avoir trop d'inquiétude. L'essentiel, vraiment, c'est des problèmes de santé aujourd'hui. Ok. Alors, on continue malgré tout avec des questions économiques parce que, a priori, c'est pour ceux qui sont en confinement, pour ceux qui sont chez eux, eh bien, c'est la question principale parce qu'il faut continuer, parce qu'il faut payer le loyer, parce qu'il faut manger aussi, il faut aller faire les courses tout simplement, il faut remplir son caddie et c'est pas toujours simple dans cette situation. Alors, certains voudraient savoir quel pourcentage du salaire reçoit le salarié, lorsqu'il est au chômage. 60 à 70% de son salaire. Le salarié reçoit 60 à 70%. Et je rappelle l'appel qu'on a lancé dans cette émission hier, de demander aux employeurs de ne pas licencier, mais de mettre un chômage, puisque ça ne leur coûte pas plus cher et ça permet au lait d'avoir une meilleure couverture. Ok, donc ça c'était important. Certains aussi s'interrogent sur leur congé payé. On pense à la suite et ça c'est tant mieux. Est-ce qu'on va recevoir son salaire à 100% ou pas lors de l'utilisation des congés payés? On va recevoir son salaire à 100%, mais évidemment, on va diminuer la réserve de congés payés qu'on a. On va utiliser ces congés payés, mais on recevra intégralement son salaire. D'accord. Une dernière question pour terminer ce matin. Est-ce qu'il vaut mieux se faire licencier et toucher le chômage plus les indemnités ou continuer à travailler? Alors, je sais bien que de temps en temps, il peut y avoir la facilité de dire si j'ai été licencié, je vais toucher des indemnités, donc une somme relativement importante qui vont m'aider, mais néanmoins, il vaut mieux continuer chaque fois que l'on peut à travailler, et dans ce cas-là, on touche 100% de son salaire. Donc le conseil, c'est essayer de continuer à travailler si ça dépend de vous. D'accord. Olivier? Très bien, je pense qu'on a fait tour de la question. Bien entendu, si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à les poser donc au 054. Oui, allez-y, Olivier. 054 130 80 20, c'est notre numéro de boîte vocale. Voilà, et je crois qu'il y a un numéro on va le chercher tout de suite. On va le chercher, on va vous le donner. Marc, vous avez quelque chose à rajouter? Je voulais rajouter que vous avez vu, vous l'avez dit d'ailleurs, nous travaillons avec de nombreux partenaires qui permettent de vous donner des réponses à l'ensemble de vos questions. On va afficher sur les pages de l'application, sur les pages de notre web, les coordonnées de tous ces partenaires, parmi lesquels vous avez cité ce matin le professeur Daniel Guggenheim, professeur en économie. On a écouté Maître Sandrine Drey, avocate à droit. On a également
Hélène Semoun, qui est conseillère des Français à l'étranger. On vous donnera des Français à l'étranger au consulat de France. On vous donnera son téléphone. Je peux le donner tout de suite si vous voulez, Marc. Je peux le donner. Alors, pour Hélène Semoun, c'est le 052 286 3007 ou le 02 629 85 33. On répète, 052 28 63 007. Ou 02 629 85 33. On a également le docteur Yves Bensoussan, qui est expert au butoir Léomy. On peut le joindre au 054 650 64 12. 054 65 06 412. Voilà. On a également Michal Vaknin, qui est le spécialiste des Olim, des droits des Olim au butoir Léomy, qui répond à des dizaines de questions différentes, dont le téléphone est le 050 674 0058. 050 674 0058. On a le docteur Michael Wolf, qui est un grand pédiatre. Voilà. Et le téléphone est le 054 648 20 94. 054 648 20 94. Vous voyez, on est aidé par de très nombreux experts qu'on remercie chaleureusement. Et si vous avez également des compétences qui peuvent être utiles pour l'ensemble de notre communauté, n'hésitez pas à nous contacter, à nous donner des informations et éventuellement on vous interviewera sur les ondes. On a besoin de tout le monde en cette période difficile. Ensemble, nous vaincrons cette épidémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc. On vous retrouvera bien entendu très rapidement sur Studio Qualita pour répondre à d'autres questions et pour avoir aussi votre vue sur la situation, une vue très intéressante.